Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on fait une plongée un peu spéciale sur une structure défensive vraiment hors norme. Le mur de défense du Sahara marocain. On l'appelle souvent le BERM. Alors, on s'est basé sur pas mal d'analyses, surtout techniques, opérationnelles. Le but, c'est vraiment de décortiquer l'ingénierie derrière ce truc de 2700 km. Comment ça marche, en fait, pour sécuriser un désert aussi vaste? On va laisser de côté la politique, hein. On se concentre sur le technique. Prêt? Prêt? Alors allons-y. Bon, déjà la question de base, pourquoi? Pourquoi construire ça? Il faut se remettre dans le contexte de l'après 75. Un désert immense, très ouvert, difficile à tenir, quoi. Exactement. C'était un vrai défi stratégique. Et la réponse, ça a été ce projet de construction lancé en 1980. 1980, d'accord. Oui. Et ça s'est pas fait en un jour, hein. Ça s'est étalé jusqu'en 1987 en 6 phases principales. À chaque fois, on poussait la ligne de sécurité un peu plus loin pour englober des villes comme Smara ou les zones de ressources comme Boukra. Une logistique de fou, j'imagine, en plein désert. Ah oui, c'était colossal, mené par les forces armées royales dans des conditions extrêmes. On est vraiment passé d'un espace très ouvert à une ligne de défense super organisée. Alors, quand on dit mur, faut pas imaginer une grande muraille de Chine, si. C'est quoi exactement? Non, non, pas du tout. C'est principalement un remblai, une levée de terre et de sable, en moyenne 2-3 mètres de haut. Parfois beaucoup plus, ça dépend du terrain. C'est fait avec les matériaux locaux. D'accord, juste un remblai. Ah non, ça c'est juste la base, l'épine dorsale si on veut. Devant, t'as souvent d'autres obstacles. Comme quoi, par exemple? Défense anti-car pour bloquer les véhicules, et puis des réseaux de barbelés, des clôtures pour ralentir l'infanterie. Et le long du mur, à peu près tous les 100 km, t'as des points d'appui fortifiés. Des petites casemates en béton, quoi. Pour que les troupes puissent défendre la ligne. Exactement. Et derrière, une piste logistique pour bouger vite, amener du renfort, du matos. C'est vraiment un système multicouche pour détecter, ralentir et puis engager. Ok, détecter? C'est là que ça devient intéressant au niveau technologie, non? C'est pas juste passif. Ah non, pas du tout. Le berm est bourré de capteurs. T'as des capteurs enterrés, sismiques, acoustiques. Pour sentir les vibrations, les bruits de moteur, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Le moindre mouvement au bruit suspect. Et en plus, t'as des détecteurs de mouvement infrarouges, magnétiques. Et pour voir loin. Alors là, t'as les radars terrestres, bien sûr, des GSR. Et puis des caméras thermiques, vision nocturne pour voir de jour comme de nuit. Et les drones aussi, j'imagine. Les fameuses UAVs. Oui, tout à fait. Les drones ajoutent cette capacité de surveillance aérienne très flexible pour aller voir de plus près, suivre une cible. Tout ça est connecté, hein. Un réseau sécurisé qui remonte l'info au poste de commandement. L'idée, c'est de rendre quasi impossible une approche discrète. Même si, bon, une tempête de sable doit perturber un peu tout ça, parfois. Oui, bien sûr, il y a des limites environnementales, c'est clair, mais le système est pensé pour être redondant. D'accord. Donc on détecte, et après, comment on neutralise la menace? Alors, la première ligne de défense active, et c'est assez redoutable, ce sont les champs de mines. Des champs de mines très denses, anti-personnel, anti-chars, sur des kilomètres devant le mur. Une vraie zone d'interdiction. Et ensuite, si quelqu'un passe quand même, Ensuite, l'artillerie entre en jeu. Des obusiers, des lance-roquettes multiples, qui sont déjà positionnés pour couvrir les zones d'approche. Et comme ils sont coordonnés avec les systèmes de détection, les tirs peuvent être assez précis. il y a des troupes mobiles aussi. Oui, bien sûr. Des unités d'intervention rapides, avec des blindés légers, de l'infanterie motorisée, prêtes à se déployer très vite là où il y a une alerte. Et on parlait de guerre électronique dans les sources. Ça joue un rôle aussi. Oui, ça complète le dispositif. Ça peut servir à brouiller les communications radio de l'adversaire ou ses systèmes de guidage GPS, par exemple, pour le désorganiser. Tout ça fait que le défenseur a vraiment l'avantage tactique. Bon, alors au final, est-ce que ça marche? C'est efficace, ce Bercum? Objectivement, oui, ça a considérablement réduit les incursions. Les attaques frontales massives, c'est devenu très très compliqué, très coûteux pour un attaquant. Ça a obligé à changer de tactique, à chercher d'autres moyens moins efficaces. Et ça a permis de sécuriser les populations, les ressources qui sont derrière le mur. Mais ça doit coûter cher à maintenir, non? En plein désert. Ah oui, c'est le revers de la médaille. La maintenance, c'est un défi logistique et financier constant. L'environnement est très dur pour le matériel et les hommes. J'imagine que le système a évolué depuis les années 80, c'est pas resté figé. Pas du tout, non. C'est crucial, d'ailleurs. Le BERM est en constante évolution. Modernisation des capteurs, intégration de drones plus performants, amélioration des capacités de réaction. On s'adapte aussi aux nouvelles menaces, par exemple la lutte contre les engins explosifs improvisés, les IED.
La formation des troupes est hyper importante aussi. Cette capacité d'adaptation, c'est la clé pour que ça reste pertinent en fait. Exactement. Sans ça, ça deviendrait vite obsolète. Donc pour résumer, si on devait retenir une chose, le berm c'est bien plus qu'un simple mur. C'est un système de défense complexe, stratifié avec des couches physiques, de la haute technologie pour la surveillance, une puissance de feu derrière et surtout quelque chose qui évolue tout le temps. Ça a vraiment redessiné la géographie et la sécurité de la région. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, peut-être pour finir, au-delà de toute la technique de l'ingénierie, comment est-ce que l'existence même d'une barrière physique, aussi longue, aussi permanente, finit par changer notre perception de l'espace? Surtout dans un désert qu'on imagine souvent comme infini et sans limite. Ça reconfigure durablement la notion de frontière, non?